something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler enfin de No Time to Die ou Mourir peut attendre en français. Alors on ne va pas refaire une énième fois la blague sur le titre, mais il faut avouer qu'on l'aura quand même attendu, ce nouveau James Bond. Le film était tout d'abord censé sortir en novembre 2019, mais le développement du projet aura connu quelques rebondissements qui auront finalement repoussé sa sortie une première fois à avril 2020, laissant le temps à une certaine pandémie de s'installer pour de bon. Nouveau report à novembre 2020, puis à avril 2021, et le voici finalement qui débarque 2 ans après sa date de sortie initiale. C'est donc peu dire qu'on était très impatient d'en parler dans le Saloon, d'autant qu'on avait préparé le terrain début 2020 avec notre format Vodka Martini, dans lequel on était revenu sur les épisodes les plus emblématiques de la franchise James Bond. Et ça tombe bien, j'accueille aujourd'hui 2 bondophiles qui avaient participé à ces épisodes, à savoir Patrick Dantan. Salut Patrick. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Titi. Enfin, on se retrouve après tout ce temps. Enfin, ça y est. Après s'être fait tous les opus de la saga pour préparer le terrain. Allez, Vodka Martini était prêt, etc. Et puis là, le film repoussé. Et puis bon, voilà. Mais ils sont toujours disponibles, les Vodka Martini. Allez les réécouter, ça se déguste avec toujours autant de plaisir, je crois. Exact, bien sûr. Mais là, on est chaud pour parler de cette conclusion de l'ère Daniel Craig. Oui. Chaud patate. C'est bien. Alors si vous êtes prêts, on resserre le nœud pape, on remonte l'Oméga et on embarque dans l'Aston Martin. Après avoir vaincu son frère ennemi Blofeld, James Bond a pris sa retraite pour couler des jours heureux avec sa chère Madeleine Swann. Le matricule 007 a donc été réattribué à une nouvelle espionne et le MI6 poursuit ses affaires en fichant enfin la paix à Bond. Mais le spectre n'a pas dit son dernier mot et un nouvel ennemi surgi du passé de Madeleine pourrait bien forcer le célèbre agent à reprendre du service. Alors, avant les reports Covid, ce nouveau film a quand même connu quelques déboires de production puisque, pour rappel, le projet a d'abord été lancé avec Danny Boyle à la réalisation avant que le réalisateur ne quitte le navire après quelques mois seulement pour les sempiternels différents créatifs. Il sera finalement remplacé par l'américain Cary Fukunaga, réalisateur de Beasts of No Nation et de la première saison de True Detective. Cary Fukunaga qui devient donc le premier cinéaste non britannique à réaliser un James Bond. On rappelle que jusqu'à maintenant c'était la règle, il faut que ce soit un Anglais ou quelqu'un du Commonwealth qui réalise cette saga. Mais c'est pas la seule particularité de Mourir peut attendre puisqu'il s'agit aussi du 25e film de la saga, le 5e avec Daniel Craig et surtout son dernier. Alors forcément, grosses attentes, grosses interrogations, grosses craintes peut-être aussi. Avant d'entrer dans les détails de tout ça, on va commencer par un avis général peut-être pour répondre à une question toute bête. Est-ce que l'attente en valait la peine ? On va commencer par toi, Patrick. Est-ce que Mourir peut attendre, ça a valu la peine qu'il se fasse désirer autant ? Oui, qu'il se fasse désirer, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas prévu, on dira, de découvrir le film en tout cas, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Déjà par rapport à ses qualités de réalisation, surtout la partie action visuelle, c'est quelque chose de très beau qui m'a beaucoup séduit dans le film. Et puis il y a aussi une ligne un peu intimiste comme ça qui permet aux acteurs tout d'un coup de jouer des choses assez étonnantes par rapport à un James Bond qui est une surprise un petit peu, puis qui va créer un peu les surprises au fil du scénario. Et voilà, donc là j'ai peut-être un petit peu plus de réticence sur certaines choses, mais voilà, dans l'ensemble j'ai passé un super moment de cinéma, très distrayant, très enlevé de qualité au niveau de la réalisation. Oui, on rappelle que, Alex, la particularité quand même de cette période Daniel Craig, c'est qu'il y avait une vraie volonté de sérialité, un vrai fil rouge narratif qui était tissé au long des différents films. Et là, justement, ce dernier film de Daniel Craig, il est pensé vraiment comme un baroud d'honneur pour cet acteur. Et donc, c'est censé être la conclusion de son arc, avec des rappels à tous les opus qui ont précédé, depuis Casino Royale. Est-ce que pour toi, ça marche ? Est-ce qu'on conclut vraiment une histoire cohérente et on offre une vraie belle porte de sortie à Daniel Craig ? Oui, absolument. Pour moi, c'est effectivement une très belle conclusion. Et puis, je trouve effectivement que c'est cohérent. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a des nouveaux personnages à introduire
en plus dans celui-là, parce que chaque James Bond, nouvelle mission, nouveau méchant, nouveau personnage, donc celui-ci n'y échappe pas. Par contre, effectivement, je trouve que ça arrive à donner une véritable évolution déjà au personnage joué par Daniel Craig depuis Casino Royale. Donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas aimé Skyfall ou Spectre, eh bien, je pense que ça va être assez compliqué d'aimer celui-ci. Est-ce que pour toi, jusqu'à maintenant, c'était vraiment cohérent, justement, ce fil rouge qu'on a tissé entre les différents méchants, entre les différentes aventures? Oui, dans Spectre, ça devenait un tout petit peu tiré par les cheveux. Un petit peu quand même. Oui, un petit peu quand même. Non, je le reconnais, c'est vrai qu'on en avait... moi depuis le début. On en avait parlé dans Vodka Martini. Oui, effectivement, pour ce que tu dis, ça c'est juste. De tous tes malheurs. Par contre, là où c'est cohérent, c'est déjà sur l'évolution, comme j'ai dit, du personnage, et aussi sur en fait la dimension que les producteurs ont envie de donner à cette saga et à l'évolution. Parce que moi, je vais donner mon avis aussi succinct. Je vais dire que j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré Mourir peut attendre. Donc je ne suis pas du tout déçu du voyage. Et notamment parce que c'est un pur James Bond. C'est-à-dire qu'on y retrouve tous les codes. On y retrouve les voyages, la mission, le méchant James Bondien qui a une planque sur une île. On a un MacGuffin, on a des James Bond Girls, on a le vodka martini, etc. On a un homme de main avec une particularité. Tout. Donc tout gadget. est là. Tout est ici. Donc si vous aimez James Bond, honnêtement, tous les codes sont là. Mais en revanche, ça fait quand même évoluer, ces codes-là évoluent aussi avec le temps, avec le personnage et avec toutes les fondations qui vont être petit à petit déconstruites aussi dans ce film-là et qui embarquent notre James Bond vers des chemins très surprenants, très déconcertants aussi. Ouais, je pense qu'on va bien devoir spoiler un moment ou un autre. Là, on peut peut-être en discuter sans trop entrer dans les détails. On avertira une zone spoiler. Voilà, là pour le moment, pas de spoil, mais ce qu'on peut vous dire effectivement, c'est qu'il y a énormément de surprises. C'est un James Bond qui est aussi très audacieux, je trouve, dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il ose faire aussi. Donc voilà, moi j'ai été séduit en fait sur vraiment ces deux aspects. Et puis je rejoins Patrick en termes de réalisation. Honnêtement, j'ai pas vu, on va dire, une mise en scène aussi efficace et spectaculaire depuis très longtemps. Et puis une photo crépusculaire magnifique aussi. Enfin voilà, on en a vraiment aussi pour nos rétines, quoi. Ouais, Patrick, je crois qu'un des trucs qui t'a marqué, c'est effectivement la réalisation, parce que là, l'idée d'ouvrir le poste de réalisateur à des cinéastes qui ne sont pas uniquement britanniques, ça permet aussi justement d'aller chercher des auteurs comme Fukunaga, qui avait déjà une patte bien établie. Ouais, et puis une patte d'ailleurs qu'on retrouve, je trouve, dans ce film de James Bond, qui est quand même une franchise, et puis c'est pas forcément évident qu'un réalisateur arrive à imposer son style visuel propre, sa façon de filmer l'action dans ce genre de grosse production. Et là, il y arrive vraiment très très bien parce que il a vraiment un sens, une façon d'utiliser le paysage, Fukunaga, qui se retrouve très fort ici dans le film. Il choisit des très très beaux lieux ici. Aussi, il y a Matera dans les Pouilles, il y a les forêts en Norvège, etc. Et tout, en Norvège aussi. Et il les utilise, il les filme vraiment magnifiquement bien. Donc on a aussi ce côté du Bond où on a du plaisir à voir certains lieux, etc. Mais qui en plus amènent dans chaque séquence quelque chose au niveau de la tension, quelque chose au niveau de l'atmosphère. Et ça, c'est cool. Après, il a aussi ses capacités et sa façon un peu, comment je vais dire, un peu violente et hargneuse de filmer l'action. Ah là, ça défouraille. Et ça, c'est vraiment super parce que peut-être que je vais passer un petit peu pour Bazo pour ça, mais on se prend bien les coups, on sent bien les cascades, et les choses sont vraiment impressionnantes. Et c'est cohérent dans cette ère Craig où Daniel Craig incarne un James Bond ultra physique, brutal, etc. Et tout ça colle fonctionne parfaitement bien. avec ça. Dès le départ à Matera dans les Pouilles, il y a tout d'un coup une cascade à moto où la moto prend un espèce de portique comme ça sur une porte pour s'envoler. Ouais, qu'on voyait on dans la bande-annonce. On s'envole avec. Il y a un truc qui est vraiment impressionnant. Il y a une scène de casse aussi dans un laboratoire à un moment donné où la caméra à un moment est placée à l'envers, tourne avec nous. Et il y a du dans vertige, mon siège, on est vraiment en train de tourner avec. Il y a vraiment un travail qui est très très beau. Un plan séquence dans les escaliers, mais mon Dieu, ça. Avec plusieurs protagonistes qui interviennent. Donc il y a vraiment
vraiment une qualité au niveau de la réalisation qui est absolument, qui m'a vraiment beaucoup séduit. Et je rebondis sur ce que dit Patrick, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et aussi, moi, ce qui m'a frappé en fait dans la mise en scène de Fukunaga, et je trouve qu'on le voit en fait dans ce plan séquence dans les escaliers où on suit le personnage de James Bond défoncer du méchant, quoi, tout simplement, c'est qu'en fait, on est dans une mise en scène qui n'est jamais chichiteuse, qui ne veut jamais jouer à l'esthète. Pour rappeler que le film aurait pu être réalisé par Denis Villeneuve, c'était dans les candidats voilà. au départ, ça aurait effectivement été peut-être autre chose. Effectivement, Peut-être et en un fait, peu plus calme. Fukunaga, je trouve, il y a du dynamisme, il y a quelque chose de sec, de brut et d'assez naturaliste aussi, même dans ces plans larges de paysages et autres. Et même dans l'approche de la photographie, on n'est pas dans quelque chose en fait qui va suresthétiser la chose. On avait dans Skyfall et Spectre un Sam Mendes qui est vraiment connu aussi pour son esthétique. Moi, je reproche pas ça à Sam Mendes et à ce qu'il a fait. Il a fait du très très beau travail. Mais il était peut-être sur effectivement Skyfall moins et brut. Spectre. Les séquences d'action étaient Ah moins oui, radicales. on était dans quelque chose brutal. de mais vraiment splendide. Hein. Skyfall, c'est magnifique, mais c'est très léché, c'est très calculé. Là, Fukunaga, on est dans l'action, on est porté. Et puis, typiquement, cette scène dans les escaliers, en fait, on sent qu'il n'y a pas la volonté de faire ce plan séquence où chaque plan est millimétré, où la caméra tournoie, etc. Tout est chorégraphié. On est dans quelque chose de sec, brut. La caméra, elle se colle au personnage. Et elle est vraiment avec James Bond. On est James Bond à ce moment-là où il va foutre des coups de coude, des coups de poing et des coups de crosse. Quoi. Donc, et c'est vrai qu'on a splendide. cette association entre la qualité des plans et de la réalisation et ce côté brutal dans l'esthétique qui fonctionne très très bien. C'est par exemple aussi le personnage de la James Bond girl Anna de Armas, qui est dans la séquence à sublime, Cuba. qui est sublime, qui a une robe qui dévoile beaucoup et qui la met Qui la très met en en valeur, valeur. ouais. Voilà, il y a un côté esthétique indéniable, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, elle va bastonner, quoi. C'est-à-dire que quand elle va bastonner, les chorégraphies sont là, ça bastonne bien. Et il y a aussi quelque chose au niveau de la réalisation pour rejoindre ce côté-là, c'est que les scènes d'action sont hyper lisibles. On n'est pas dans une succession de plans très rapides où on a une petite explosion puis on voit même pas ce qui s'est passé. Exactement. Et du coup, on arrive vraiment. C'est ce qui fait aussi qu'on ressent les choses comme je le disais tout à l'heure. C'est que vraiment, c'est clair. L'action est hyper claire dans le montage. C'est clair et c'est très intelligent dans la façon. Enfin, voilà, il nous montre toujours les éléments exactement qu'on a à savoir. Moi, dès le début, il y a un plan qui m'a vraiment marqué. C'est dans cette introduction en flashback où on voit le passé de Madeleine et sa maison est prise d'assaut. Et donc, on la voit, elle, jeune, aller. D'abord, sa mère est ivre-morte sur le canapé. Elle va chercher un truc sous l'évier. Je ne sais plus ce qu'elle va chercher exactement, mais on voit que dans un coin du plan qu'il y a une mitrailleuse qui est scotchée contre le mur. Et plus tard, le tueur arrive dans la maison et on revoit ce plan de l'intérieur de ce petit KGB sous l'évier et on voit que la mitrailleuse n'y est plus. On n'insiste pas dessus, mais il nous a montré ça avant, donc on sait qu'elle est armée. Donc voilà, il nous donne vraiment l'information qu'il faut au bon moment. Donc effectivement, je crois que voilà, ça fait plaisir d'avoir. Il n'y a pas tant de James Bond que ça qui sont mis en scène par des vrais cinéastes qui ont un vrai sens de l'image à ce point-là, et du coup, ça fait plaisir. Maintenant, si on revient un petit peu quand même à ce que raconte ce film, on l'a dit, on veut boucler la boucle avec les précédents films de Daniel Craig depuis Casino Royale. On fait des renvois à tous ces films, on fait aussi des renvois à des Bonds classiques, puisqu'on revient un petit peu là, la saga s'est peut-être un petit peu éloignée de l'esprit des Bonds, de l'ère Sean Connery ou comme ça. Là, on fait des références assez claires à deux films notamment qui sont Dr No et Au service secret de Sa Majesté, par rapport à la romance qui est au centre de l'histoire, le méchant aussi, le plan du méchant, sa base secrète sur une île. Pour vous, est-ce que ces renvois sont vraiment pertinents, ou est-ce qu'on est un peu plus dans du fan service un peu grossier parce que c'est le dernier de Daniel Craig et puis souvenez-vous Sean Connery, est-ce que ça marche vraiment ces renvois? Ah non, mais il y a jamais de... Enfin, comment dire, toute la saga fait du fanservice à ce moment-là, c'est-à-dire que chaque film, et on l'a vu à travers nos vodka martini qu'on a fait, ces 14 épisodes, où on voyait qu'à chaque film, il y a à chaque fois des renvois à certains films précédents, à des ères précédentes. Il y a à chaque fois des clins d'œil comme ça, ou bien des volontés d'épouser en fait ce qui avait été fait à une certaine époque et de le moderniser à ce moment-là. Donc en fait, ce genre de choses dont tu parles, et les clins d'œil les renvois en tout cas à Dr No et Au service secret de Sa Majesté,
je vois pas le problème. Parce que là, dans le sens, on va pour moi, carrément c'est- rechercher le thème musical d'Au service secret de Sa Majesté. On termine sur la chanson de Louis Armstrong. Donc là, on appuie vraiment la référence, quoi. Pour toi, Patrick, ça marche aussi? Alors pour moi, cette référence, elle fonctionne, sachant que le film, il veut développer toute une ligne, on en parlait rapidement tout à l'heure, une ligne intime par rapport à la vie un peu privée de James Bond, et que Au service de secret de Sa Majesté, c'est le seul James Bond où il se mariait avant, dont il avait vécu sa première grande histoire d'amour dans l'histoire de la saga. Donc pour moi, par rapport à cette ligne-là, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens, quoi. C'est intéressant en fait, parce que si on prend, je pense que cette ligne intime, elle est vraiment présente dès le départ. C'est-à-dire que le film, c'est un peu un film de dualité dans la construction de son scénario. Déjà, on n'a pas une seule séquence d'action d'ouverture, mais on a 2 séquences d'ouverture avant le générique. Il y a l'histoire avec Norvège, Madeleine Swann en Norvège, qui est un flashback, et après une scène d'introduction qu'on va dire plus classique, avec une scène d'action qui va s'en suivre. On a aussi 2 méchants, c'est-à-dire qu'on va régler déjà le problème. Il y a un problème avec un méchant. On ramène Blofeld. On ramène Blofeld, et les premières scènes d'action découlent, les premiers problèmes, on va dire, découlent de lui, principalement de Blofeld. Et ensuite, on a un deuxième méchant qui va arriver derrière, qui a lui un autre plan. Alors bien sûr, les Rami choses Malek, s'imbriquent, etc. Donc voilà, il y a quelque chose il y a en même temps l'action et aussi l'intime. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de dualité dans le film. Ouais. Il y a une histoire de plusieurs choses. On double les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un double peu, 007. est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de choses, justement? Parce que pour moi, il est dans l'absolu pas entièrement à la hauteur de Dr No ou d'Au service secret de Sa Majesté, que moi je considère comme faisant partie des meilleurs films de la franchise. Et tu as raison. Parce que ces films-là étaient beaucoup plus simples dans leur récit, je trouve. Là, on a vraiment un film très dense dans ce qu'il veut raconter. On va rechercher l'histoire de Vesper Lynd au début, on va rechercher le spectre, Blofeld, on a la continuité de la romance, justement, qui avait été introduite dans le film précédent, qui était pour moi un des problèmes de Spectre. Là, ça va peut-être un peu mieux. Mais on a un film très, très ambitieux dans ce qu'il veut raconter, et qui, du coup, a peut-être un peu du mal à faire couler tout ça de manière vraiment fluide. Et c'est pour ça que le film dure aussi 2h43, qui est le plus long film de toute la saga James Bond. Donc effectivement, je rejoins ce que tu dis là, Thibaut, c'est que s'il y a un défaut au film, c'est ça. C'est le fait que c'est ultra ambitieux, et c'est pas pour rien qu'ils se sont mis à 3 scénaristes derrière l'écriture, parce que il y a beaucoup de choses. Déjà, effectivement, il faut racoler avec les épisodes précédents, il faut faire une conclusion narrative en fait à l'histoire déjà. Ensuite, il faut rajouter un nouveau méchant par-dessus. Ils essayent, et malheureusement, je trouve qu'ils n'arrivent pas tant que ça à développer l'enfance de Madeleine, ou en tout cas les secrets de Madeleine, parce que c'est vraiment le film s'ouvre là-dessus, donc le personnage de Léa Seydoux, pour essayer de nous faire comprendre, voilà, elle va être au cœur du récit, etc. Alors oui, elle est au cœur du récit parce que c'est l'enjeu principal de notre James Bond, qui est amoureux d'elle et qui avait raccroché son flingue pour elle. Ouais. Mais effectivement, il y a des soucis là-dessus. Le méchant aussi, incarné par Rami Malek, pareil, du coup... Qui joue un espèce de simili Dr No, finalement. Il a un peu le même genre de plan. Là aussi, on met du temps à le voir. Qui en fait un tout petit peu trop par moment, qui force un petit peu le côté psycho. Là aussi, il manque de profondeur, ce personnage. Il manque aussi de cohérence par rapport à sa mission et tout. Donc on revient dans quelque chose... Je trouve qu'il est quand même présenté de manière hyper efficace dans cette séquence d'introduction, justement, où on attaque la maison de Madeleine avec ce masque un peu qui renvoie au théâtre No, assez flippant, quoi. Où là, on pose un antagoniste assez terrifiant, mais c'est vrai que tout le reste du film, on le voit plus, et puis il réapparaît très tardivement. Ouais, comme justement Dr. No, comme Dr. No. Et puis c'est vrai qu'il singe un petit peu ça, la base sur une île, l'arme qui est une arme scientifique et biologique liée à l'ADN, etc. Donc il y a un peu ces manquements-là, effectivement, et aussi le fait qu'ils ont envie, avec ce film-là, de faire évoluer la saga, et donc du coup de faire évoluer James Bond. On va pas spoiler tout de suite, mais effectivement le faire énormément évolué dans ce que la saga a pu faire jusqu'à maintenant. Rajouter également des personnages comme le personnage incarné par cette actrice noire, Lashana Lynch, du coup qui est là pour lui remplacer le matricule 007. C'est elle qui prend le matricule 007. Donc ils essayent aussi de faire une histoire là, de confronter James Bond comme étant un représentant de l'ancien monde face à un nouveau monde progressiste incarné par cette actrice-là. Donc là aussi, c'est
pas tout à fait, je trouve, justifiées, à part juste pour dire regardez voir, on l'a fait, etc. Donc là, je vois un peu les producteurs qui s'agitent, mais le personnage manque d'épaisseur. Donc oui, il y a tous ces soucis-là. Moi, par contre, ça me gâche pas le plaisir global ça n'enlève qui rien fait au qu'il y a reste. quand même une efficacité sur l'enquête, le mystère et l'histoire. Ouais, mais justement, je crois que tu mentionnais cette volonté affichée par la production de faire évoluer et de suivre un petit peu les tendances sociétales. Là, on rappelle que c'est carrément Daniel Craig qui a proposé qu'on aille chercher Phoebe Waller-Bridge, donc la scénariste créatrice de la série Fleabag, pour venir coécrire le scénario. C'est la première fois qu'un scénario de James Bond était signé, coécrit par une femme depuis les 2 premiers films, parce que Dr No et Bon baiser de Russie, sauf erreur, avaient été coécrits par une scénariste. Et du coup, là, on est allé la chercher pour amener un petit peu de nouveauté et justement travailler des personnages féminins un peu plus forts. Et un peu d'où d'humour la présence, aussi. notamment. Oui, ajouter un peu Qui est d'humour, pas ça mal, aussi, d'ailleurs. c'est quelque chose dont on pourra discuter. Mais je crois que Patrick, toi, justement, ce personnage de Lashana Lynch, de cette espionne noire qui reprend le matricule 007, il te convainc un peu plus. Je dirais que l'ensemble j'ai moins de réserves que vous par rapport à l'écriture des personnages. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et puis on passe à travers beaucoup de choses. C'est vrai que ça peut faire un petit peu beaucoup, mais en même temps que je trouve que même chaque élément, même s'il a peu de temps à l'écran, il est traité, quoi. Il y a une écriture, il y a des choix qui sont faits par rapport aux éléments qui sont mis, que ce soit des personnages ou d'autres choses. C'est pas des gros manquements, en fait. Voilà, c'est pas des gros manquements. Et il y a un traitement quand même d'écriture qui est fait. Et pour ce personnage-là, par exemple, typiquement, c'est vrai que du coup, comme elle doit reprendre, on lui donne le matricule 007 vu qu'il est parti à la retraite avec Madeleine. Du coup, elle se retrouve à être le nouveau 007 et je trouve que le rapport entre elle et James Bond, quand ils vont se rencontrer, parce que voilà, ils vont donc se rencontrer, il y a un rapport qui est écrit dans son évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer. La dynamique dans leur fonctionne rapport. assez bien, Au je début, trouve. il y a quelque chose une qui est défiance. au début, il y a une défiance, un truc. En plus, elle est bien là. C'est un agent qui a l'air très efficace et tout. Donc après, ce rapport va évoluer vers autre chose et puis du coup, voilà, c'est écrit, quoi. Donc je trouve que même par rapport aux méchants, j'ai pas les mêmes réticences que vous. J'adore son île. Je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas vu un endroit de méchant qui avait une gueule aussi efficace. On retrouve un peu la fantaisie qu'on n'avait plus tellement dans les ces précédents. derniers. Ouais. Et puis, il est très premier degré, ce film-là aussi. Et je pense que c'est ça qui va décontenancer pas mal de gens par rapport à Hollywood d'aujourd'hui. À part justement les petites touches d'humour par moment, ça reste un film quand même premier degré dans son approche et qui a pas peur de ça. Et notamment avec la base aussi, où il y a ce côté qui renvoie vraiment c'est du pur James Bond. On est dans une base secrète un peu à l'ancienne et tout ça. Et ça, c'est très beau. Et en même temps, ça n'empêche pas un peu de décalage. Par exemple, avec un autre personnage féminin qui est celui qu'on a évoqué, l'espionne incarnée par Ana de Armas, qui est là une petite débutante qui a eu 3 semaines de formation puis qui est un peu sur sa première mission et qui détonne un peu parce que tout d'un coup, on a un personnage très drôle finalement. Ouais, qui est assez drôle. Il y a cette scène où ils sont au bar et puis où elle boit d'un trait le vodka martini pour se donner du courage. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont assez sympas. Je vais juste dire un truc là-dessus, excuse-moi Thibaut, mais sur le personnage d'Anna de Armas, pour moi, il est représentatif de ce qu'est le film. C'est-à-dire que son personnage, c'est à la fois un héritage complet des codes James Bondiens, à savoir, c'est une James Bond girl qui est belle, qui est séduisante, qui est mise en valeur par sa robe, etc., mais qui va cogner aussi du méchant, et puis qui apparaît un petit moment, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une aventure sur un territoire. Et ça, c'était souvent ça dans James Bond. Il y a des personnages qui arrivent, qui débarquent, et puis ensuite, on ne les voit plus pendant tout le reste. Et ensuite, la modernité qui est apportée là-dedans, justement, donc à la fois, il y a l'héritage des codes, et à la fois les codes, on les transforme. Je disais, à travers l'action de cette femme espionne, et aussi et surtout dans la manière dont elle interagit avec James Bond. Parce que lui, il débarque en disant « Eh, dis donc, on va se servir un petit verre, vous êtes bien mignonne, mademoiselle. » Et en fait, et c'est là où je trouve l'écriture très subtile, c'est qu'elle n'est pas là pour lui dire « Dis donc, vous êtes un gros macho dégueulasse, gna 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 », et confronter le personnage de James Bond comme ça. C'est juste qu'elle s'en fout. En fait, elle n'a aucun sex appeal, ça ne l'intéresse pas, et pour elle évacue ça comme
Ouais, en fait, non, je suis là pour Non, je suis là plaisanter. j'ai un peu la trouille. Me fais pas chier avec ta drague. Je suis un peu la très trouille. bien fait, Effectivement. c'est super. Alors, puisqu'on est sur le sujet justement de la nouveauté qu'on veut apporter à ce film, je crois qu'on va devoir malheureusement entrer pour de bon dans la zone spoiler. Donc, vous voilà prévenus. On va devoir vraiment aborder les grosses surprises du film. Donc, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là et revenez plus tard. Donc, commençons par la première nouveauté, puisque dans ce scénario-là, quand même, l'équipe prend des risques, tout d'abord, on accorde à Bond une famille, puisque non seulement il est vraiment amoureux de cette James Bond girl qu'elle est assez douce, qui est d'ailleurs un personnage qui est présent sur 2 films, ce qui est là aussi assez rare, si ce n'est que ça n'est jamais arrivé avant. Et en plus, ils vont avoir une fille ensemble, donc James Bond devient papa. Voilà, gros bouleversement dans la mythologie de la franchise. Ça n'est jamais arrivé avant. Qu'est-ce que ça donne pour vous, cette idée-là Moi, je trouve super. De la fille de James Bond. Moi, je trouve qui super, arrive très tard dans le film mais aussi. Patrick, vas-y. Non, mais moi je trouve super aussi l'idée d'amener cette intimité, ces choses-là, puis de tenter d'aller avec James Bond de ce côté-là. Moi, j'ai 2 problèmes par rapport à ça. J'ai un problème que c'est peut-être personnel, hein, mais voilà, j'ai de la peine à imaginer qu'on puisse tomber à ce point amoureux de Léa Seydoux. Mais voilà, mais ça reste purement personnel. Mais j'ai passé quand même pas mal de temps dans le film à me dire, et si ça avait été une autre actrice qui soit un tout petit peu plus sexy, qui ait l'air un petit peu elle moins est belle, de arrête, faire la elle pote est tout super le belle. temps, enfin ce genre de choses et tout. Et puis je regrette parfois que, mais c'est peut-être 2 petits trucs, c'est peut-être quelques petites séquences très courtes où ça tombe un petit peu sur des clichés un peu gentillets parfois. La fille, elle laisse tomber son doudou, enfin des trucs comme ça et tout, qui voilà. Ça amène de la symbolique, ça, le doudou. Ah ouais, mais des notamment fois, sur le final, ça amène un côté un peu cliché, un petit peu gentillet parfois, qui me sortent moi personnellement un peu de ce côté-là, surtout si on le compare au côté hargneux de la réalisation et des scènes d'action de ça, c'est le côté premier degré dont je parlais en fait. Mais voilà, donc il y a un côté premier degré, je dirais que parfois un petit peu le sentimentalisme me fait un petit peu sortir de ça, mais c'est pas forcément lié à la composition de l'histoire, c'est peut-être le traitement parfois. Moi, ça m'a pas forcément gêné, voilà, le traitement de tout ça, mais je trouve simplement que ça arrive assez tard dans le film, cette révélation, voilà, James Bond a une fille, et que finalement on le travaille pas tellement avant les toutes dernières minutes du film. Alors ça reste cohérent avec le personnage qui s'en préoccupe pas et qui ne veuille pas admettre oui j'ai une fille avant la toute fin, mais je trouve que ça nuit un petit peu au drame. Mais visiblement Alex, je crois que toi ça t'a emporté. Moi ça m'a totalement emporté, ça m'a beaucoup ému et j'ai trouvé ça très audacieux de proposer ça, ce qui n'avait jamais été fait avant, ça, effectivement. Sûr. Et non, moi je trouve que c'est cohérent parce que c'est vrai qu'il y a le temps qui a passé, il y a toute cette première partie en Italie avec Léa Seydoux, etc. Faire une croix sur le passé, sur Vesper et tout ça pour pouvoir construire. Ils se séparent et ensuite ils se rendent compte que oh nom de Dieu, il y a une fille qui est là et elle a les mêmes yeux que moi. Et puis c'est désamorcé par Léa Seydoux qui lui dit t'inquiète pas, c'est pas la tienne. Alors qu'en fait on comprendra plus tard que oui. Et en fait moi j'aime ça parce que ce que t'as dit Patrick c'est juste, c'est qu'il est quand même là à se dire mais qu'est-ce que c'est un gamin ? Qu'est-ce que c'est une gamine ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est la mienne ou pas ? Est-ce que je dois m'en préoccuper ou pas ? Est-ce que ça me touche ? Et si oui, à quel point ? Et il y a cette scène déchirante, je trouve, avec quand Rami Malek il menace vraiment James Bond avec la fille qu'il a dans les bras. Il lui dit mais je vais tuer ta fille si tu ne fais pas ce que je te demande. Et James Bond est là, mais vraiment à s'aplatir par terre, à chialer presque en disant je ferai tout ce que tu me demandes, mais surtout pas la gamine. Et en fait, ça pourrait tomber, je trouve, dans le pathos et puis un peu dans le truc genre regardez, James Bond devient un gentilhomme au foyer qui va commencer à s'occuper d'un enfant. Non, ça tombe jamais là-dedans. Et je vais faire une comparaison un petit peu bizarre, que vous trouverez peut-être bizarre, mais par exemple, sur la figure, en fait, je trouve que la figure de James Bond n'est pas abîmée avec cet élément-là par rapport à ce qui a pu être fait dans le dernier Terminator, où justement on caricaturait en fait le Terminator qui devenait justement le gentil robot au foyer qui va faire des courses et puis qui est en Bermuda à boire des Corona. Et là en fait c'est très subtil, il y a juste une scène où il épluche une pomme devant elle et pour elle et il la regarde dans les yeux et là tu sens dans le regard de Daniel Craig tout
tout l'enjeu qui est en train de se jouer là, et ça va pas plus loin que ça, et ensuite il y a le doudou qui revient à la fin, et je trouve que ça passe par des petites choses qui sont à l'image, et très subtiles, ça et permet j'adore. quand même une très belle idée finale, voilà, sur la façon dont se résout la mission, et voilà, ce à quoi va mener justement son rapport à Léa Seydoux et à cette nouvelle fille, qui est assez touchante, je trouve. Et puis ça permet aussi tout d'un coup, ce qui est assez étonnant dans cette saga-là, de voir des acteurs qui ont le temps de jouer. Alors le film, il prend aussi le temps parce que tout d'un coup, on a des scènes qui sont vraiment des scènes intimistes, un drame intimiste où ils jouent des choses et où le scénario leur donne des dialogues qui sont des dialogues d'un drame intimiste, quoi. Et tout d'un coup, on les voit presque dans un autre registre que celui de James Bond. Tout d'un coup, Daniel Craig, on le voit jouer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de le voir, quoi. Et ça, c'est assez étonnant. Et alors, tout ça nous amène à la deuxième surprise. Et voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que le film se termine là-dessus. Immense spoiler. Ah oui, donc, alors, vraiment, si vous avez avez déjà subi ça, si vous attention. n'avez pas débranché là, au premier avertissement, là, débranchez vraiment. Donc, quoi. dans ce 25e opus, James Bond meurt. Voilà, ça se termine sur la mort du personnage pour la première fois dans la saga. Le héros finit par mourir en se sacrifiant justement pour sa famille. Et alors là, qu'est-ce qu'on en pense? Surprise? Bah oui. On trouve ça scandaleux? Ah non, je trouve ça génial. Mais Patrick, tu veux peut-être commencer. J'ai Pourquoi beaucoup t'as parlé peur avant. Non, j'ai que beaucoup je dise parlé que avant. c'est pas génial. Non, moi j'aime bien en fait ce qui amène à cette mort ou ce sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un peu les deux parce C'est un qu'en fait. sacrifice, ouais. Parce qu'il sait qu'il ne pourra plus jamais C'est ça. rapprocher sa famille. C'est donc, ça, c'est qu'en fait, ça, c'est incroyable. ce qui est intéressant, c'est que déjà, le méchant, à un moment donné, au niveau de son plan et des choses, il y a des vrais questionnements philosophiques sur le rapport à l'autre, sur le rapport à la famille, sur la destruction des choses, etc. Et tout, dans des discussions qu'il a avec James Bond qui sont, je trouvais, assez intéressantes et assez profondes, quoi. À partir de là, James Bond, avant de mourir à la fin, il est victime d'une malédiction qui fait que de toute façon, s'il pouvait revoir les personnes qu'il aime, ses membres de la famille, il ne pourrait plus les approcher. Ouais, tout d'un coup, il y a un vrai côté Donc il y a une tragédie première grecque. mort et il y a une vraie Ah côté ouais. tragédie Ça, c'est génial, ça. qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, en plus, la fin, la mort, il y a un décor qui pourrait être un décor de théâtre grec de l'époque. Ah ouais. On est sur une île, sur des esplanades, comme ça, un peu face à la mer. Et c'est vraiment le type de décor qu'il y avait à l'époque dans les tragédies grecques. Et le quoi. jeu de Où- Daniel Craig, au moment où il se rend compte, au moment où Rami Malek lui dit voilà, je t'ai tu ne empoisonné. pourras plus jamais avec les ça. approcher. Mais Ouais, le jeu de ouais. Daniel Et où il Craig. décide d'aller, de remonter, parce qu'il doit faire un truc quand même Ouais, moi, j'étais vraiment mécanique au niveau de l'île. Très pour ému à ce permettre, moment-là, par ça. Pour permettre l'arrêt de ce plan machiavélique. Et finalement, du c'est coup, vrai que ça fonctionne assez bien. Ouais. Et c'est vrai que ça reste assez cohérent finalement de le tuer, puisque, comme on l'a dit, Daniel Craig, c'est l'acteur pour lequel on a rebooté la franchise avec Casino Royale. On a adapté le premier bouquin, donc raconté les origines du héros, et on a essayé de tisser un fil rouge tout du long. Donc c'est cohérent pour changer d'acteur plus tard, de boucler la boucle définitivement Exact. et de tuer le personnage. Et c'est vrai que c'est très surprenant. Et puis, c'était ça prend inattendu, ouais. ça prend pas des gants. C'est-à-dire que ça Ah y non, va, quoi. ouais. Il se prend des missiles sur la Il se gueule. prend des missiles. Et ça y est, il disparaît, il est plus là, quoi. Et on Oui, le voit aucun disparaître doute dans les possible. flammes, quoi. Ouais. Et là, moi, j'étais vraiment scotché. Et effectivement, je trouve ça vraiment très réussi, très beau et très cohérent, comme tu le dis. Par contre, si je dois émettre une petite critique sur vraiment la toute fin, c'est qu'il y a ce moment que je trouve très beau où il se retrouve avec M, Moneypenny, Q autour d'un verre de whisky. Il place un verre de whisky au centre sur une chaise, donc autour d'eux. Il forme un cercle autour de ce verre de whisky qui représente donc James Bond. Mm. Et au lieu de faire un truc d'enterrement, de tombe, il y a ce symbole du verre de whisky. Et M, il vient faire Cheers, mate. Et puis voilà. Ah, et ça aurait été un super plan final. ah, ça. j'aurais adoré ce plan final. Et non, en fait, ils vont nous faire une fin avec Léa Seydoux en bagnole dans l'Aston Martin avec sa fille c'est terrible, ça. Mathilde. Et elle le regarde. Je vais te raconter l'histoire de de Bond. Et son nom, c'était Bond, James Bond. Et ça se finit quoi ? Sur le visage de l'enfant, sous-entendu, haha. Et si dans le prochain épisode, le James Bond était une femme, ou en tout cas la saga continuait avec Je ne sais l'héritage pas si c'est de la forcément fille. ça que transmet le plan, mais en tout cas, Je l'ai interprété comme ça. On Moi, termine sur l'héritage de Bond. Ouais, je pense surtout que c'est aussi un moyen de finir en créant
de cette saga Daniel Craig, cette dernière séquence de donner un côté mythologique au personnage, c'est-à-dire qu'il devient le sujet d'histoire qu'on raconte. Ouais, quoi. c'est vrai, tu c'est vois, vrai. donc c'est vraiment ça. Mais moi, j'adorais le plan sur le whisky aussi, et je trouvais qu'il était aussi moins gentillet que ces derniers plans en voiture au coucher de soleil sur les routes au bord de mer, qui sont du coup, je crois qu'on est d'accord pour dire que malgré les quelques faiblesses qu'on a listées, ça reste une belle porte de sortie qui est offerte à Daniel Craig. Ouais, ce qu'on peut encore juste te dire, parce que tu parles de whisky à la fin, c'est comme ça picole dans le film, quoi. On n'en a pas parlé, mais c'est hallucinant. Il n'arrête pas. Même M. C'est le dernier, il faut rentabiliser. Aussi, d'ailleurs, Bond lui fait une remarque, ils lui disent vous tapez beaucoup dans la bouteille, vous aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu des personnages boire autant dans un James Bond. Quoi. Ouais, je pense. Tous. Ça y va non-stop. Quoi. Faudrait compter. Faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se les refait. On va faire un jeu à refeste. boire avec ça, on boit en même temps qu'eux, effectivement. Non, mais bon, c'est vrai. Non, mais donc super film. Quoi. Et puis, bilan de la saga Craig, finalement, ça aurait été une période assez particulière aussi dans la franchise James Bond. Bah ouais, parce que Casino Royale et Skyfall sont deux films qui sont aujourd'hui cités vraiment par le grand public et puis aussi par la critique comme faisant partie vraiment des meilleurs films de la saga. Donc il y a, si tu veux, un rapport qui s'est créé avec cette franchise-là et avec l'acteur Daniel Craig qui a vraiment réussi à emboîter le pas à Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan qui ont vraiment marqué les esprits et les époques et les décennies. Et l'ère Daniel Craig, elle représente vraiment quelque chose, aussi justement dans l'évolution qui a pu être faite de la saga et l'inscription, comme chaque période de la saga James Bond, dans le contemporain, en fait, et dans les enjeux contemporains et dans la manière dont le cinéma est abordé au moment M où le film sort. Et dans les Vodka Martini, on a beaucoup parlé de ça aussi. Et No Time to Die est un pur film de notre époque. Parce qu'aussi, il y a cette logique sérielle, de film en film, on va suivre une histoire cohérente, etc. Donc là aussi, voilà la cohérence, je trouve, sur cette ère Craig. Ouais, et alors pour l'instant, le remplaçant de Daniel Craig n'a pas encore été annoncé. On le laisse prendre sa retraite avant de mettre les projecteurs sur quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est aussi prometteur pour la suite de la saga. Si justement ils sont prêts à prendre ce genre de risque au niveau de la production, au niveau de ce que racontent les opus, c'est plutôt intéressant pour la suite, je pense. Oui, après, voilà, je sais pas, je suis peut-être un peu carré, j'en sais rien, mais pour moi, il y a une écriture au départ, c'est un personnage de fiction qui existe, qui est dans des livres, qui est un certain type de personnage. Je sais pas, bon, j'aurais peut-être du plaisir au film, ils seront peut-être très bien faits, mais je trouverais un peu dommage que le personnage parte dans quelque chose complètement antagoniste, qui n'a rien à voir avec ce Non, mais ça veut dire que Bond, la franchise peut être renouvelée de façon intéressante et pas bloquée dans des carcans, ce qui a pu être le cas. Ça, c'est clair. Après, c'est clair. Après, on verra ce qu'ils font au niveau du personnage et comment jusqu'où ils osent aller. Mais voilà, n'allez pas trop loin quand même. Moi, je pense parce que dire quand même un mot sur toutes ces polémiques de faut-il que ce soit un acteur noir, faut-il que ce soit une femme, faut-il que ce soit une femme noire, faut-il que ce soit un homme LGBTQ+, etc. Moi, je trouve que c'est ce qu'a dit Daniel Craig d'ailleurs. Bon, écoutez, James Bond, c'est l'œuvre de Ian Fleming, c'est un Anglais, voilà, c'est un pur British, écossais. Donc arrêtez avec ça et puis lancez d'autres sagas, lancez d'autres personnages justement issus tout de minorités. Tout aussi travaillés et réussis. Allez-y. Et faites des clins d'œil Bond, en remplaçant un moment, tu vois, comme dans le film, tout d'un coup par une femme noire qui devient 007. Voilà, pourquoi pas. Mais James Bond, pardon, mais c'est James Bond. Donc moi, j'espère surtout qu'ils vont trouver un jeune acteur british et puis qui va pouvoir relancer une nouvelle ère à cette saga. Quoi. Et puis continuer effectivement dans cette qualité-là, parce que c'est vrai que la saga Daniel Craig est quand même d'une sacrée qualité. Il y a eu des hauts et des bas, on dirait. Oui, il y a eu Quantum of Solace, qui a quand même il y a eu Spectre, je suis navré. Mais ils se sont aussi, au niveau de la saga, entourés de gens hyper doués, que ça soit les réalisateurs, que ça soit Richard Dempkins à la photo pour Skyfall, enfin différentes choses. Même les chansons sont super de manière générale, elles sont toutes très très bien. Enfin, il y a quelque chose qui est très qualitatif, donc voilà, continuez à nous surprendre, à aller chercher des vrais artistes et donc on sera conquis. En tout cas, vous l'aurez compris, dans l'immédiat, on est plutôt réjouis par ce nouveau James Bond. Pour nous, l'attente en a valu la peine. Malgré les quelques limites qu'on peut y trouver, ça reste un vrai beau baroud d'honneur pour Daniel Craig et ça ouvre du coup une nouvelle voie pour la franchise et ça permet d'espérer une évolution intéressante. On verra ce que donne la suite. Dans tous les cas, on est ravis d'avoir enfin pu parler de ce film. Merci d'être venu en discuter
écouté Alex et Patrick. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Avec On se plaisir. retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode et à vous replonger, on le rappelle, dans nos vodka martini si vous voulez encore plus de James Bond. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao.